Vous écoutez France Culture. Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. La chanson de Roland, le premier texte en somme de notre littérature, et qui est totalement construit sur cette opposition Europe-Islam, la mise en fiction de personnages historiques éminents, particulièrement l'empereur Charlemagne. Ce très beau livre est un livre qui participe à la mise en place d'une identité européenne face à un ennemi qui est cet islam proche, espagnol. Le mot islam d'ailleurs n'est jamais prononcé, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu, ou alors ça m'aura échappé, je n'aurais pas retenu. Le mot de base, ce sont plutôt les Sarrasins, au pluriel. Oui. Jean Dufournet, que je reçois, vous donc qui êtes médiéviste, professeur émérite à la Sorbonne, et qui nous proposait cette si belle traduction à partir du fameux manuscrit d'Oxford et qui est disponible en poche chez Garnier-Flammarion. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons affaire à un très beau texte et c'est un texte qui inaugure la littérature française et notre culture. Il est le fondement de notre culture et de notre littérature. Et il est vrai que l'islam et l'Occident sont en opposition. On ne parlait pas d'islam à ce moment-là. Le terme générique, c'était les païens. Et puis on distinguait d'un côté les musulmans de l'Occident, d'Espagne, d'Afrique du Nord, qu'on appelait les Sarrasins. Et puis ceux du Moyen-Orient et de l'Asie qu'on appelait les Arabes. Et puis là, on introduisait des nuances, mais cette distinction apparaît dans la chanson de Roland de façon très nette. Oui, il y a même les Africains, il y a même les Berbères. Là, justement, la chanson de Roland, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle nous propose une vision très diversifiée du monde, puisqu'il y a même les Éthiopiens qui sont noirs, qui n'ont de blanc que les dents, il y a les Nubiens, il y a des quantités de gens qui sont venus, puis la plupart du temps, les termes employés prêtent à un double sens. Il y a à la fois des Sarrasins qui représentent Byzance, avec sa civilisation affêtée, maniérée, pour les Occidentaux, ses diplomaties, et puis qui représente l'Andalousie avec Séville, etc. Alors, d'où vient ce mot sarrasin ? Je sais qu'il y a tout un conflit d'étymologie, non ? Non, sarrasin, ça vient d'un mot. Saracenus, c'était une... l'habitant de la Tente, c'est ça ? De la Tente, et puis d'une partie, ça donnait son nom à un peuple de l'Arabie actuelle. La péninsule arabique. Voilà, donc c'est le terme qui s'est répandu grâce aux chroniques, grâce aux chansons de gestes, et c'est le terme qu'on a employé. Mais très vite, on a établi des distinctions. Par exemple, même dans la chanson de Roland, on parle de Berbères d'Afrique du Nord. Et quand on parle d'Africains, c'est des gens de Tunisie. Donc il ne faut pas faire d'erreur sur les termes employés. Ils ont un sens très précis et ils montrent une globalisation de la menace sarrasine. Une immense richesse des toponymes aussi. Oui. Et j'ai remarqué que dans ce livre premier donc, de la langue française, la chanson de Roland, nous retrouvons aussi la même appellation dans la prise d'Orange. Oui. Quand il est question d'Alger, on dit Zaïre et c'est très proche. Oui. De la manière avec laquelle les Algériens, jusqu'à aujourd'hui, dans leur vulgaire, dans leur dialecte, ils nomment leur ville. Oui. On ne dit pas Alger, on dit Zaïre. Oui, c'est exact. Alors là, c'est un mélange qui est assez extraordinaire. D'abord, d'emprunt à la civilisation arabe, de termes qui sont plus ou moins déformés. Par exemple, Baligan, c'est le nom d'un émir de la fin du XIe siècle qui a menacé l'Occident. Et puis après, on joue sur les noms.
on les déforme. Par exemple, il y a un personnage, une sorte de géant qui s'appelle Chernum de Munich. On l'appelle Chernum de Mont-Nigre, du Mont Noir. Et les couleurs, les noms de peuples qui permettent de jouer sur les couleurs sont très nombreux aussi. Par exemple, il y a Jurfaleux le Blond, il y a les Sors, c'est une peuplade païenne de Prusse. Et bien en même temps, le sort, c'est le jaune-roux, qui est la couleur de la traîtrise, la félonie. On joue constamment sur les noms. Un peu d'histoire et d'histoire Ouais. du texte. Il y a plusieurs manuscrits. Oui. Vous avez privilégié le manuscrit Qui d'Oxford, est le plus qui ancien. est organisé en laisse. Oui, Nous avons alors là le nom d'un auteur. C'est ça qui est Oui, fabuleux. Turold. Alors là, c'est très intéressant. Et c'est Pourquoi il a disparu? Il n'est pas sur le titre de votre livre, par si, exemple. mais- Il faut quand même le Non, remettre en il est place. à la fin du volume. Non, mais c'est la chanson de Roland. Vous avez tout à fait raison. Parce que la chanson de Roland s'est faite en plusieurs étapes. Alors, si vous voulez, je peux vous dire. Oui, oui. Au début, à partir de l'épisode de Roncevaux, où l'arrière-garde de Charlemagne a été détruite par les Gascons. C'est des Gascons qui ont tendu une embuscade. En 778, il y a eu des chants populaires, des contes, des cantilènes, c'est-à-dire des choses informelles qu'on chantait dans les pèlerinages, qu'on chantait dans des lieux de commémoration, etc. Après quoi, c'est un poète qui, à peu près au Xe siècle, a constitué un ouvrage peut-être en latin, peut-être en français, qui s'appelle La Geste des Francs, la Gesta Francorum, qui était une première mouture de la chanson de Roland, où se retrouvaient les principaux épisodes, la trahison et puis l'affrontement. Et puis, troisième temps, vers 1090 et 1100, il y a la geste que Turold décline. C'est le poème initial, le poème le chef-d'œuvre qu'écrit Turold. Turold, qui était un clerc anglo-normand, qui termina de Peterborough et qui avait participé à la bataille d'Hastings avec les Normands pour la conquête de l'Angleterre. Alors Turold a écrit un poème original, c'est ce qu'on appelle une mutation créatrice. Dans un courant qui n'avait peu de qualité littéraire, il a pris les éléments, il en a fait un chef-d'œuvre. Et puis ce chef-d'œuvre a été utilisé vers 1140, 1150 par l'abbé Sugère à Saint-Denis pour exalter le roi de France, d'où la place importante de Charlemagne, en sorte que la chanson de Roland est aussi la chanson de Charlemagne. Et puis, le manuscrit d'Oxford a été écrit vers 1170 en Angleterre pour glorifier les Plantagenets. Et là, on a la scène du jugement de Ganelon, où un grand féodal s'oppose à l'empereur et est jugé pour traîtrise. C'était au fond la même chose que ce qu'avait fait Thomas Becket par rapport au roi d'Angleterre. Et on l'a utilisé comme tel. À ce moment-là, la chanson de Roland est vraiment constituée. Après quoi, il y aura des métamorphoses comme pour toute la littérature du Moyen-Âge. Et là, la chanson de Roland qui est en décasyllabe, en laisse décasyllabique, pourra être en laisse octosyllabique ou en alexandrin. Et donc là, vous avez opté pour le manuscrit d'Oxford, c'est ça? J'ai comparé les manuscrits. Oui. C'est le plus ancien, c'est le seul qui a... On a trace de ce qui a été fait en 1120 en termes de manuscrits? Non, c'est après que les manuscrits ont été... Tous les manuscrits sont tributaires du manuscrit d'Oxford. Et alors, vous voyez, il a été plus ou moins déformé, il a été abattardi, mais il reste le meilleur. Et j'ai repris les enquêtes après Joseph Bédier, les grands médiévistes s'étaient penchés sur ce texte. Moi, j'ai repris l'enquête et j'étais obligé de conclure que c'est vraiment la version qu'il faut garder. Les empereurs se fêtent et balent ses liesses. Cordres adprises et les murs pessayés, ôtent ses cadavres les tours en abattier. Moule grand échec en ont si chevalé, d'or et d'argent et de garnements chers. En la cité, Nénadromès païen ne sait oxy, ou devient chrétien. Les empereurs et son grand verger, ensemble de lui, Roland et Olivier, sans son les ducs et en seize les fiers, Geoffrey d'Anjou, le ré gonfanouné, et si furent et Gerin et Geré. Là où six furent, des altres y eut de bien. De 12 France, il y a 15 milliers. Sur palisse blanc, siège de cils chevalés.
À stable joue pour elle c'est se banayer, et à ses chèques les plus saives et les vieilles, et escrémisse c'est le bachelet léger. De sous un pain, de lait sous néglanté, une falle de steudillon fait tout dormir. L'assiette l'ireise qui douce France tient. Blanche a de la barbe et tout fleuri le chef. Jean a de le corps et le contenant fier. C'est ce qu'il demandait, ne laisse-toi t'enseigner. Et les messages descendirent à pied, s'ils saluèrent par amour et par bien. Vous rappelez dans votre introduction très précisément comment finalement il y a la superposition de deux épisodes historiques. Le fameux épisode où il y a les personnages historiques, Charlemagne, Roland. Et donc cet événement, vous avez rappelé, est un événement interne à la chrétienté, Gascon contre... Oui, c'est des Gascons, des pillards gascons, et c'est un événement mineur, mais qui avait marqué la conquête d'Espagne de Charlemagne. Au retour, il a presque tout perdu à cause de cette débâcle de son arrière-garde, où les meilleurs de sa cour, ses plus proches, ses bacheliers ont perdu la vie. Et donc là, à cet événement est superposé un véritable événement de conflit entre islam et chrétienté qui va être majeur puisque après une série de victoires, il y aura une défaite musulmane retentissante et qui va enclencher le processus de la Reconquista. On est à la veille pratiquement de la prise de Tolède par les chrétiens. Oui, il y a eu à ce moment-là une crise très grande de l'Occident, crise du pouvoir politique, mais crise aussi de la suprématie chrétienne dans l'Occident, parce que les Occidentaux se sont sentis encerclés par l'islam, qui faisait des progrès extraordinaires. D'une part, en Espagne, il y avait les Almoravides qui avaient tout organisé sous leur domination. Qui était donc, rappelons à nos auditeurs, il s'agit d'une dynastie berbère qui vient du sud marocain actuel. Qui vient du sud marocain, de l'Algérie. Des Sahariens, en fait. Voilà, qui ont été appelés par des souverains musulmans d'Espagne. Les fameux taïfas, les petits royaumes, Et puis, après le califat. En même temps, il y avait les Turcs qui menaçaient et l'Empire de Byzance et le califat... Les Seldjoukides, alors Les Seldjoukides, ils menaçaient et l'Empire de Byzance, et le califat d'Égypte, et le califat de Bagdad. Donc, vous voyez, et ils avaient fait des conquêtes extraordinaires. Alors, les chrétiens se sont sentis vraiment agressés de tous les côtés, et il y a eu donc l'esprit de croisade. Il fallait se défendre et la chanson de Roland participe à cet esprit de croisade. Il faut utiliser toutes ses forces pour stopper l'avance des Sarrasins. Donc on remploie, si j'ose dire, la figure de Charlemagne et on revient à lui pour des problèmes contemporains qui concernent la fin du XIe siècle. La fin du XIe siècle, oui, parce que Charlemagne, car il a été empereur en 800, et puis on s'en sert pour exalter la royauté française. Quand je parlais de Saint-Denis, c'était une exaltation du roi Louis VII et de la royauté française. Alors chaque couche apporte quelques petits éléments. Et de là découle la trahison de Ganelon, parce qu'il y a un conflit alors à ce moment-là entre les chevaliers chrétiens. Les chevaliers établis ne veulent plus de guerre, ils veulent l'accord avec les Sarrasins, Ganelon est le représentant, puis les jeunes bacheliers veulent aller jusqu'au bout, parce que pour eux, la menace est prédominante et constante. Donc on est dans ce contexte tout le long du XIe siècle, surtout à partir de 1050, tout ce travail sur l'islam, autour de pierres vénérables, une première traduction du Coran, une volonté de connaître pour combattre en connaissance de cause. Voilà, il y a les deux aspects. Il y a la littérature tout venant, dont la chanson de Roland est le plus bel exemple, et qui combat par ses armes, c'est-à-dire en dénonçant les Sarrasins, en les chargeant de tous les maux. Il représente les Sarrasins pour eux, l'autre, l'ailleurs et l'autrefois. C'est-à-dire ils ont des mœurs d'avant la chrétienté. Et pour eux, c'est un passé à détruire. D'où d'ailleurs cette idée très bizarre pour un musulman de les traiter de païens et d'idolâtres. Voilà, d'idolâtres. Alors qu'ils sont, eux, ils s'estiment monothéistes. Plus purement monothéistes que les chrétiens. Tout à fait. Alors là, c'est un autre aspect qui apparaît, c'est-à-dire qu'on
fait l'autre sur son propre modèle. On leur prête la même organisation de la société, la même trinité, là c'est une trinité du mal. En face de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a Mahomet, Apollin, qui se mélange avec Apollon, et Tervagant. Et puis on a... très curieux, quoi. Oui, on adore ces dieux païens dans une crypte, comme dans les cathédrales, parce qu'il faut penser que la chanson de Roland est née au moment où se développe la pensée de Cluny, l'ordre de Cluny, se développe l'architecture romane et la littérature sacrée. Donc, c'est un moment d'expansion intellectuelle où on lit davantage, il y a plus de culture. On a une forme littéraire qui peu à peu s'organise à partir des récits hagiographiques. La chanson de geste est venue d'abord de l'hagiographie. Ce qui a été à l'origine de tout, c'est les formes des vitsas. On dit que le christianisme est quelqu'un que vous connaissez probablement et que nous avons reçu à de multiples reprises dans cette émission, votre collègue médiéviste, mais cette fois-ci non dans l'histoire de la littérature, mais dans l'histoire des faits et des événements tout court, et qui a tellement travaillé sur la notion de croisade et la notion de djihad, Jean Flory. Ah oui, j'étais à son jury de thèse. Que vous citez d'ailleurs à de multiples reprises dans votre travail. Et lui, si je me fie à ce livre qu'il consacre à la fois aux croisades et au djihad, il a cette belle formule, outre cette notion de guerre juste chez Augustin, la notion de guerre sainte était totalement inexistante dans le christianisme, et le christianisme a mis 1000 ans pour advenir à cette notion, et probablement par contamination avec la notion de djihad, qu'il convient de traduire d'ailleurs plutôt comme guerre légale plutôt que guerre sainte. Mais enfin, bon. Oui, là, mais il est certain que la guerre sainte des Occidentaux a résulté du djihad islamique. Oui, c'est la réponse, quoi. C'est la réponse, oui. Et là, nous avons, d'ailleurs, c'est extraordinaire, celui-là même, l'idéologue de cette guerre, n'est autre que le personnage qui est censé représenter l'archevêque de Reims, Turpin. Turpin, où il a des paroles... qui, lui, n'a pas participé à Roncevaux, qui est mort à la fin du 8e siècle, archevêque de Reims, et qui, lui, représente l'alliance du clerc et du soldat. Pour un clerc, pour un évêque, il faut savoir se battre aussi. Alors qu'à la bataille d'Hastings, Odon de Deuil, qui était le demi-frère de Guillaume le Conquérant, n'avait qu'un bâton en main pour accompagner les troupes. Et donc des paroles qui appellent au martyr, qui donnent la certitude. Je me souviens dans l'Alias 89, par exemple, Jean Dufournay, je lis votre traduction, c'est l'archevêque Turpin donc qui parle en éperonnant son cheval, en montant une colline, donc qui harangue en somme. Seigneur baron, Charles nous a laissés ici, aidez-le à défendre la chrétienté, vous aurez à vous battre, vous en êtes sûrs et certains, car de vos yeux vous voyez les Sarrasins, battez votre coulpe, demandez pardon à Dieu, je vous absoudrai pour sauver vos âmes, si vous mourrez, vous serez de saints martyrs, vous aurez des sièges au plus haut paradis. C'est presque toute la mythologie du djihad qui est là, adaptée au christianisme. Et vous avez tout à fait raison, ça c'est très important, parce que tout le monde doit participer à la croisade, à la lutte contre l'islam. Donc, l'archevêque Turpin donne l'exemple. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il est l'avant-dernier à mourir juste avant Roland. C'est à lui, plutôt qu'à Olivier, que Turol donne la primauté à côté de Roland. Et puis il a une mort extraordinaire. Il meurt en bénissant les chrétiens morts. Il meurt en essayant de chercher de l'eau pour Roland qui est agonisant. Il meurt, les mains croisées sur sa poitrine en regardant le ciel. Et ce moment très beau, évidemment, de Roland soufflant dans l'olifant. Oui, et puis là, alors là, c'est un autre aspect qui est très intéressant. C'est l'opposition de deux compagnons, de deux amis dans le camp chrétien, Roland et Olivier. Olivier qui est le frère de l'Aimé, non ? De Aude, oui, dont on parle peu dans la chanson de Roland, parce que la chanson de Roland, comme toutes les chansons de jazz, ce sont surtout des chansons d'amitié plutôt que d'amour.
C'est l'amitié qui est prépondérante. Donc c'est l'esprit chevaleresque, les chevaliers entre eux. Guerriers, oui. Vous parlez d'ailleurs de cette éthique, de cette Voilà, morale. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'Olivier est un homme raisonnable, mesuré. Mais est-ce que c'est le meilleur chevalier ? Le meilleur chevalier, n'est-ce pas Roland, qui est emporté par une sorte de déraison sacrée qui lui permet de se dépasser, de mourir pour la foi, parce que Dieu l'accueillera au paradis. Vous pensez que vous avez connaissance de ce qu'on appelait chez les Grecs l'hubris, ou ils l'ont réinventé d'eux-mêmes ? Ils l'ont réinventé, mais sans la connotation péjorative. La démesure de Roland, c'est pas une vraie démesure. C'est un dépassement de soi-même pour sortir de l'humanité médiocre. Donc c'est plus épique que tragique. Voilà. Et comme ça, on sacrifie pour la bonne cause, pour la cause de l'empereur et pour la cause de la religion. Et cette amitié si profonde, cette manière de s'adresser comme à une personne à l'épée. Nous trouvons cela aussi beaucoup dans les chroniques arabes. Oui. Quelqu'un comme Ali, par exemple, qui était censé être un très grand combattant, le fondateur du chiisme chez les musulmans, en vénère énormément aussi son épée, et elle a un nom aussi. Oui, et là, les épées ont des noms, et puis ce que l'auteur suggère, parce que tout est suggéré, il ne dit rien nettement, mais ça ressort des scènes, c'est que Roland n'a pu être grand que par son épée Durandal, et Durandal n'a pu moissonner les champs des ennemis que parce qu'elle était aux mains de Roland. C'est-à-dire, non seulement il y a le compagnonnage de Roland et d'Olivier, mais il y a le compagnonnage de l'épée et du combattant. Une sorte d'alliance. Une sorte d'alliance. D'épousailles. Voilà. Et puis en même temps, c'est un élément sacré. Elle lui a été donné, on ne sait d'où, mais sans doute du ciel. Et c'est assez extraordinaire, oui. Il y a une exaltation. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au fond, ce fond chrétien de sacrifice pour la religion se greffe sur un fond païen, le fond wiccan, le fond germanique, où au combat, il fallait être emporté par une sorte de déraison sacrée, de passion. Et il y a ce côté païen qui a été humanisé, christianisé dans la chanson de Roland. Il n'y a aucun lien avec quelques matières de Bretagne et le rôle, par exemple. Non, la matière de Bretagne, c'est après. Il peut y avoir des liens avec... Parce que je pense à ce thème de l'épée et l'épée comme signe de frontière entre les sexes qui sépare dans Tristan. Alors vous avez raison, c'est après. Vous savez, tout est sorti de la chanson de Roland. On a fait un autre usage de l'épée dans la matière arthurienne, mais elle est seconde par rapport à la chanson de Roland. C'est pour ça que plus on relit la chanson de Roland, plus on découvre des choses extraordinaires dans la continuité de la littérature médiévale. Belle sire Guinness, comme faitement pourrait Roland Toxir. Guinness répond. Sovos sejo bendir. L'Irei sera ta meilleure porte de cise. Stara regarde avoir destresse émise. Hiertisis nies, les coins Roland, les riches. Et Oliver, en qui le temps se finit. 20 000 francs ont en leur compagnie. De vos païens leur envoyer 100 000. Une bataille leur y rende s'ils priment. La gente de France hier blessée et blesse-vie. Nel dit porceau de svos hier la martyrie. Altre bataille leur livrer de misme. De quelque seit, Roland nestrur trapmi. Donc avait fait gente chevalerie. La vraie maïsker en toute votre vie. Cette autre chose, Jean Dufournet, qui m'a beaucoup impressionné en relisant ce texte, duquel j'ai eu des échos, moi, dès l'âge de 11 ans, comme un jeune Français à l'époque, même à Tunis, vous savez, dans l'école franco-arabe. Je me souviens très bien de ce passage, de cette passion entre justement l'épée et l'homme. Ça faisait partie des textes choisis. Et cet art très surprenant, je dis bien un art si poussé de l'insulte. Ah oui, ça fait partie. C'est aussi une manière de décrire l'ennemi. Par exemple, on les traite de félons cuiveurs. Cuiveur, c'était un esclave qui avait été affranchi, mais qui demeurait esclave dans l'âme. Et félon, c'est le thème central de la traîtrise envers Dieu, traîtrise envers les autres. Alors, les insultes, il y en a énormément. Et c'est aussi un art premier. Vous savez, c'est des débats qui se font dans les sociétés primitives. Il y a un côté primitif dans la chanson de Roland. Les insultes sont violentes
est souvent peu raffiné, mais c'est volontairement que l'auteur a repris ce thème-là. On peut parler d'une rhétorique de l'insulte? Oui, parce que de ce texte, il y a tout un travail qui a été fait, qui est très beau, de rhétorique dans l'opposition des lèses, dans l'opposition des personnages, dans la construction, dans le choix des vocabulaires, dans les formules. Roland est preux et Olivier est sage. Il y a énormément de vers de ce type qui synthétise les aspects essentiels de la chanson. Et qui à partir donc de tous ces jeux de figures, le récit s'organise aussi. Voilà, c'est pour ça que je pense, et que maintenant beaucoup de gens pensent, que les textes, comme la chanson de Roland, ont été écrits et médités par des auteurs, de vrais écrivains, et non pas inventés par des fous qui peu à peu ajoutent quelque chose. Il faut distinguer la création qui est d'ordre écrite, méditée, et puis ensuite il y a la déclamation, alors on répand la chanson, soit par la parole, la déclamation sur les places publiques, dans les cours de château, soit par écrit, avec les manuscrits. Et puis il y a la diffusion qui s'est faite d'abord oralement, c'est-à-dire on transmet la chanson, d'où il y a de petites modifications qui se font parce que les auteurs du Moyen-Âge n'étaient pas aussi respectueux du texte originel que nous-mêmes. Il y a des transformations qui se font par la diffusion orale, et puis il y a une diffusion écrite à partir du XIIIe siècle. On lit les textes, on sait lire les textes. Autre élément qui correspond à cette économie du récit, la manière avec laquelle sont décrits les Sarrasins, les ennemis, donc. Ils sont très très minorés. Oui. Au moment où ils vont gagner, c'est-à-dire au moment où ils vont massacrer l'arrière-garde. Voilà. Et ils sont magnifiés au moment où Charles va gagner. Oui, ils sont magnifiés pour certains. Alors, pour certains... Peut-être pour dire que c'est une victoire glorieuse face à un ennemi lui-même glorieux et héroïque. C'est le sens de l'affrontement entre l'empereur Charlemagne et Baligan. Alors lui, il y a cette idée qu'il vient d'Orient, là. Voilà. C'est presque un rappel du calife, peut-être. Voilà, oui, lui, c'était le super calife. Il y en a un personnage qui s'appelle l'Ad-Galif, c'est le calife. Alors, eux, ils sont glorifiés. Puis il y en a d'autres qui sont glorifiés, mis en valeur, pour montrer qu'ils sont très dangereux. Par exemple, il y a un personnage qui fait partie des pères sarrasins, qui s'appelle Marguerite de Séville. Marguerite de Séville, il vient d'Andalousie. C'est un homme cultivé, courtois, beau, affable. Et Marguerite, c'est le nom du renégat. Donc c'est un sarrasin qui a renié la religion chrétienne. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux, parce qu'ils connaissent tout du christianisme et ils ont une image très proche des chevaliers chrétiens qui risquent de ne pas se méfier. Il y a deux personnages qui disparaissent sans qu'on sache qu'ils viennent, ce qui veut dire que le danger persiste. Il y a ce Marguerite de Séville et Blancandrin, qui est l'ambassadeur des Sarrasins. Blancandrin, il y a le blanc dedans. Le blanc, c'est le blanc de la tromperie, des blanches paroles, des paroles qui visent à tromper et qui représentent une sorte d'ambassadeur de type byzantin, c'est-à-dire une habileté souveraine. C'est lui qui accouche la trahison dans l'esprit de Ganelon, qui l'amène peu à peu à trahir, à indiquer à Marcide ce qu'il faut faire pour que Roland soit tué avec les pairs. Or, ce Blancandrin, une fois sa mission accomplie, il disparaît, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je crois que c'est volontaire. Vous voyez que c'est donc en puissance la virtualité du danger. Le danger est toujours là, surtout avec les ennemis les plus dangereux, les plus habiles en parole ou les plus habiles par les manières. Et justement, alors là, la figure du traître, très belle, je dois dire, elle est évidemment nécessaire dans le récit. Là, on est totalement dans les oppositions nécessaires, internes. Il faut de l'opposition interne aussi, mais elle est bien construite, je dirais, psychanalytiquement, parce qu'il y a vraiment la haine du rival. Hein. Oui, il y a la haine du rival. Turold est un fin psychologue. Il le décrit par des scènes, et on explique pourquoi il en veut tellement. Il a un amour démesuré de la paix, qui l'amènera à trahir. Il a de la rancune envers Roland. Il est jaloux de lui, parce que Roland est aimé de ses hommes. Tout le monde le suit. Au corps remet en question ses positions. Quand il refuse de sonner du corps, personne ne proteste, sauf Olivier. Et puis, en même temps, il y a l'affrontement avec Roland pour la désignation du chef de l'arrière-garde. Là, c'est la trahison est consommée. Et puis, il y a un incitateur qui
amène la trahison au jour, c'est Blancandrin. Alors, vous voyez, c'est très complexe, très subtil. Il n'a pas fait une figure caricaturale de Ganelon. Il a montré comment un grand chevalier, parce que c'est un homme de la noblesse, de la haute noblesse, des plus grands des chevaliers, comment un chevalier peut être amené à trahir son suzerain Charlemagne et son Dieu. Alors, pourquoi le choix comme siège de l'autorité, de la puissance, comme capitale en somme, comme métropole de tout cet espace, de toute cette territorialité sarrasine, le choix de Saragosse? Évidemment, le lieu est assez haut. Oui, Elle a impliqué aussi un principat très important à l'époque des royaumes des Taïfas. Un des derniers princes arabes était d'ailleurs un très grand mathématicien, maintenant on le sait, et son condottiere, le fameux le Cid, a été à son service. A été à son service. Oui, pourquoi ils ont pris alors pourquoi ce choix? Est-ce que c'est dû à toutes ces références ils ont pris ou non? Saragosse. Et puis il y a en même temps ce très 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 beau vestige archéologique de la Ja'fariya, qui est un très beau palais, un des beaux restes, égal pratiquement de l'Alcazar de Séville, un des beaux restes morts qui témoignent de ce temps de civilisation arabe en Espagne. Vous avez tout à fait raison, parce que Saragosse, c'était le témoin de la grandeur sarrasine, puis c'est la partie qu'on a le plus disputée. Puis la plus haute, la plus haute, aussi. Voilà. Oui. Et puis, vous voyez ce qu'il y a d'intéressant. Saragosse, je ne crois pas que ce soit sur une montagne. C'est dans un creux, on l'a mis sur une montagne pour sa valeur autour symbolique. d'une montagne, mais dans un creux. Voilà. Et alors, c'est parce que c'était l'endroit le plus disputé, c'est autour de Saragosse que se battaient les chrétiens et les Arabes et les musulmans. Et je crois que c'est cette raison-là qui a amené à privilégier Saragosse. J'ai pensé à un autre rapport, je ne sais pas si le texte circulait à l'époque, je ne pense que non, mais c'est vous qui êtes l'historien, mais parfois dans la description de la guerre et du conflit, de la manière avec laquelle on décrit dans le détail cette multitude ethnique qui compose l'espace des guerriers musulmans, des Sarrasins, ça m'a fait un peu penser à la manière avec laquelle Échille décrit les troupes de Xerxès dans les Perses. Vous avez raison, parce que là, nous avons affaire à un clerc qui a hérité d'un savoir par les écoles. Et en particulier, l'opposition entre Olivier et Roland est venue d'une opposition entre le sage et le courageux. Et puis, la description de ces multitudes de Sarrasins ou de chrétiens, ça vient de l'épopée grecque. Et ça, c'est très important. C'est la pièce la plus historique, le plus politique, le plus enraciné, qui peut être éclairé par la chronique d'Hérodote, évidemment plus tardive. Et est-ce que vous pensez que Perse, grec, franc, sarrasin, c'est l'éternel conflit Orient-Occident ? Oh, je sais pas, j'irai pas jusque-là. Vous avez raison, il y a un conflit qui est certain, après il y a eu d'autres conflits, il y a Occident, Rome, Byzance, il y a eu des conflits, il y a eu la Perse, et parmi les Sarrasins, on met les Perses, les Poètes, c'est les gens qui ont une couleur incertaine. Et puis en même temps, c'est les Parsis, les gens qui viennent de cette région du monde, qui sont des manichéens dans le monde chrétien. Alors vous voyez, on retrouve le manichéisme, XIIe siècle, les Cathares, tout ça, c'est un des derniers avatars manichéens encore de l'Europe. Et qu'on retrouve encore en 1204, au moment de la 4e croisade qui a pris Constantinople. On parle des Populicans, les publicains, ce sont des bogomiles qui s'étaient installés dans l'Empire byzantin. Donc on peut faire une lecture historique de la chanson de Roland. Moi, j'en fais d'abord une lecture artistique, parce que c'est une sorte de chef-d'œuvre avec des scènes qui se répondent, des scènes qui avancent l'une par rapport à l'autre. Mais on peut faire une lecture tout à fait historique, et je crois qu'on peut encore tirer beaucoup. Tant les prières les meilleurs Sarrasins que le fall de stöd till Marsiliassi. Dis l'algalif. Mal nos avevagli, qui que les Français asmat et s'afferir. Vos deuil se sculpter et oïr. Sire! Dis Guinness. Mais il l'avant à souffrir. Jaune les reilles pour toute l'or que deus fist, mais pour toute la verre qui sait en cette space, que jaune les dit cette aille de lésir, que car les mandettes, les reilles positifs, parmi les mandettes, son mortel ennemi. Affublez-aise du mantel sabelin qui fut couvert d'une pâle alexandrin. Jetez-le à terre, s'il recède Blancandrin. Mais de ces spées ne volte mi guère pire. En soupong d'est par l'oriponte latin,
digne païen. Noble baron, ainsi. Dans 2 livres célèbres, un diplomate britannique, mais en même temps de formation historienne et qui a retrouvé sa formation à l'âge de la retraite, il avait écrit ces 2 livres dans cet espace du retrait pour l'investigation scientifique que représente le couvent des Dominicains au Caire, qui reçoit un nombre de chercheurs, d'ailleurs beaucoup sont dominicains, et chercheurs en même temps sur les études arabes et islamiques qui concernent l'Orient. Norman Daniel, qui a écrit 2 livres. Le premier livre, Islam et Occident, qui est consacré à la manière avec laquelle les clercs, donc les intellectuels, ont construit une image négative de l'islam pour le combattre. Et son 2e livre, considéré au Sarrazin, il estime que là, plutôt, on avait construit une image anti-musulmane dans l'espace de la chanson de geste, plutôt pour l'imaginaire populaire. Vous êtes d'accord avec les travaux de Norman Daniel ? Oui, je les ai lus. D'ailleurs, j'ai lu d'abord les ouvrages quand ils sont parus en anglais. Ils ont été traduits après. Aux éditions du Cerf. Voilà. Et ce sont des livres excellents, justement, sans parti pris, qui démontrent bien de l'intérieur ce qui s'est passé. Et là, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec l'analyse qu'il fait de la chanson de geste en général ? Voilà, de la chanson de geste, oui. Et de la place, donc, du Sarrazin. Parce que des gens qui n'ont pas de formation littéraire, des historiens nous apportent beaucoup pour comprendre la chanson de geste. Moi, j'ai toujours fait appel à l'histoire, aux historiens, pour essayer de comprendre mieux les textes du Moyen-Âge. Et donc, comment on peut lire aujourd'hui la chanson de Roland, disons dans une classe, parce que je trouve que c'est très important de garder le lien avec toute cette tradition, avec l'arché, c'est tout à fait nécessaire pour nous. Dans une classe, disons, de banlieue, où il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs. Alors, il faut que le professeur ait d'abord pas mal d'autorité, qu'on accepte sa parole. Puis ensuite, il faut qu'il dise, la situation était telle, au moment de la chanson de Roland, comparé à ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus de gens qui veulent exterminer, sauf certains islamistes. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais du côté chrétien, tout cela a été amorti par l'effort des chrétiens eux-mêmes tout au long des siècles. On peut penser de Voltaire, etc., tous les historiens qui ont montré un certain nombre d'atrocités. Mais il faut leur apprendre à lire les textes d'un point de vue historique. À ce moment-là, quel était l'important pour un chrétien d'Occident, quelle était la situation face à l'islam, etc. Je crois qu'il faut essayer, c'est pas facile. Hein. Mais à mon avis, c'est passionnant, il faut le faire. Oui, il faut le nécessaire. faire. Puis leur montrer la beauté des vers, leur montrer majeur, ça. Comment on donne une certaine grandeur à l'ennemi. Quand on le critique, c'est souvent pour ses propres défauts à soi-même qu'on met dans l'ennemi. Par exemple, Hélène Cixous, dans son dernier livre « Cyprès », où elle évoque justement cette vie à Alger, dans le lycée Fromentin, un lycée de jeunes filles, et la manière avec laquelle, dans cette fin des années 1940, c'est-à-dire on va aller vers la guerre, vous vous rendez compte, où la guerre, où la notion du djihad va être activée du côté des musulmans d'Algérie. Vous imaginez comment un texte comme celui-là peut prendre une dimension actuelle. Je vous lis un passage, je n'ai pas parlé de la bataille de Zora, pas parlé de la bataille d'Alger, parce que cette jeune fille, Zora Drif, qui était donc lycéenne, dans la même classe qu'Hélène Cixous, a été une poseuse de bombes pendant la bataille d'Alger. Vous vous rendez compte ? Pas demandé à Zora, ne m'a pas raconté cette bataille, me raconte la bataille de Fromentin, c'est-à-dire le lycée où ils étaient. Moi aussi, la première bataille, le premier tribunal, la bataille de Roncevaux en revanche, la revanche de la bataille de Roncevaux, notre bataille, des heures nous la poursuivons, dans la voiture à bord de laquelle nous ne sommes pas, nous ne voyons pas les boulevards maréchaux du Premier Empire, nous roulons comme des pierres dans les passes des Pyrénées, nous dévalons la gorge, appuyés à la montagne, Zora pleure, Roland appuyé à la montagne, pleurant sa fiancée, et plus tard pleurant ses pleurs, comme moi j'ai pleuré mes pleurs qui n'étaient pas chrétiens, Zora et Hélène, nous étions avec le preux, mais le preux n'était pas avec nous. C'est une phrase très dure. Ah oui, ça c'est exact ça.
Non, c'est vrai qu'elle pose bien les problèmes et la difficulté à faire passer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un temps beaucoup plus apaisé en Oui, France. c'est Et apaisé. On devrait... nous n'avons pas à annuler notre mémoire Non, littéraire. pas du aussi. tout. Il est hors de Moi, question. vous savez, devant mes étudiants, quels qu'ils soient, j'ai toujours fait les cours sur la chanson de Roland, et j'avais des Pakistanais, j'avais toutes sortes de gens qui venaient d'ailleurs. Jamais personne m'a reproché quoi que ce soit. Et je crois le texte se défend seul, et puis il appartient à une époque. Voilà, et alors il faut bien l'expliquer. Ce qui serait passionnant, c'est peut-être de faire du comparatisme, de trouver un texte violemment antichrétien, contemporain, côté islam. On peut en trouver. Puis on peut faire des comparaisons. Par exemple, le sac de Constantinople par les croisés. Il y a eu la prise de Constantinople par les Turcs après. Ça aussi, jusqu'à aujourd'hui, les orthodoxes ne le supportent pas. Oui. C'est un traumatisme pour eux, encore inscrit, vous vous rendez compte? Oui, non, je comprends que ce soit un traumatisme, parce qu'ils ont perdu toutes leurs illusions. C'était la destruction de l'Empire byzantin, mais d'un autre côté, il y avait un contentieux tellement lourd. Toutes les fois que les croisés passaient par Byzance pour faire la croisade, à ce moment-là, les Byzantins s'accordaient avec les musulmans pour entraver la marche des croisés. Alors finalement, les croisés n'ont plus aucune confiance dans les Byzantins. Et alors là, il y avait deux civilisations aussi qui s'opposaient. Dans le travail, Jean Dufournet, tout ce temps que vous avez passé avec la chanson de Roland, est-ce qu'il y a eu des moments, est-ce qu'il y a eu des passages que vous privilégiez, qui vous émeuvent plus que d'autres? S'il y en a quelques-uns, si vous pouvez nous lire un passage que vous aimez particulièrement? Moi, j'ai bien aimé le passage où il raconte la mort des trois héros, de Olivier, Turpin et Roland. Olivier meurt en Samp-Chevalier. Il meurt la face contre terre, une mort modeste, humble. Turpin meurt en prélat qui bénit les chrétiens. Roland meurt face à l'Espagne en vainqueur. Il meurt sans avoir été touché. Il meurt victorieux et un ange vient chercher le gant qu'il tend à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un miracle à un moment de sa mort pour montrer que Dieu est avec lui. Alors ces passages-là sont très beaux. Mais il y en a d'autres. Il y a les visions de Charlemagne, les rêves de Charlemagne. Ah, ça, c'est très beau. Hein, Ils sont très difficiles à interpréter. Oui, j'ai fait une interprétation. La perspective du rêve, justement. Oui, rêve. Quelles alors, le rêve, ce qui est important, c'est que le rêve est envoyé par Dieu. C'est un signe que Dieu vous aime. Donc c'est une vision. Enfin. C'est une vision. De même que Dieu envoie à Saint Gabriel, il l'envoie auprès de Charlemagne pour lui dire qu'il faut continuer la lutte, etc. C'est-à-dire l'ange de la prophétie pour l'islam, vous vous rendez compte, et celui de l'annonciation pour le christianisme. Oui, c'est l'ange qui annonce les nouvelles, bonnes ou mauvaises, et les nouvelles importantes. Alors tout cela est beau aussi. Puis il y a le passage où Blancandrin amène Ganelon à trahir. Comment il l'attaque d'abord sur Charlemagne. Et il s'aperçoit que Ganelon est un vassal très fidèle à l'empereur Charlemagne. Donc, il ne faut pas toucher. Il cherche le talon d'Achille, c'est ça? Après, il s'aperçoit que c'est Roland. Alors, l'autre le pousse là-dessus, mais Roland ne suffit pas. Il faut détruire en même temps tous ses amis pour que la faction dite belliciste soit anéantie. Et alors là aussi, c'est très beau, c'est tout en douceur que Blancandrin amène Ganelon à trahir, qui donne d'abord le plan pour anéantir Roland, puis ensuite qui a le baiser des émirs sarrasins, qui reçoit des cadeaux qu'il cache dans ses bottes, et puis qui s'en va après en plein accord avec les autres, et qui invente une fausse nouvelle pour convaincre Charlemagne. Il dit qu'il devait ramener comme otage l'Algalif, mais celui-ci est mort noyé avec 4000 Sarrasins. Mais il va subir les pires des sévices. La vengeance va être terrible. Oui, il est écartelé après avoir été torturé par les cuisiniers, par toute la valtaille. Non, la vengeance est toujours terrible. Mais ça, c'est des châtiments qui ont eu lieu tout au long du Moyen-Âge. Guénès cheval sous une olive halte, assemblée de ceste à Sarrasins message. Mais Blancandrin qui envers lui s'attarge, par grand saveir, parolette les unes à l'altre. Dis Blancandrin. Merveilleux somme, Charles, qui conquiste Pouille et reste toute Calabre. Vers Angleterre passa-t-il la mer Sals, à deux Saint-Père, on conquiste le Cheval. Que nous recherçons la nostre marche. Guénès répond. Itels est sis courage.
Jamais snertum qui contre lui vaille. Dis Blancandrin. Francs sont moult gentilshommes. Moult grand malfont et s'il duc et s'il compte à leur seigneur qui tel conseil lui donne. Lui altrui travaille et confonde. Genes répond. Jones vers nul homme. Nemes Roland, qui encore en aura honte. Matin, sedait l'empereur sous l'ombre, 26 nièces, out vestus à Brogny, et out prédit de juste Carcassonne. En sa main tint une vermeille pomme. Tenez, belle sire, dit Roland à son oncle, de trestus reis vous présent les couronnes. Les saints orgueils les devaient bien confondre, car chacun jour de mort s'abandonne. C'est qu'il occite, toute pèse, puis Abraham. Jean Dufournet, vous avez parlé de ce rôle du rêve, de la vision. Est-ce que vous pensez que finalement Charlemagne est traité ici quelque peu en roi prophète? Salomon peut-être, non? Oui, non, mais c'est le représentant de Dieu sur terre. Il est en rapport direct avec Dieu. C'est lui qui est le souverain délégué par Dieu pour régenter le monde. Et c'est pour ça qu'il est seul, qu'il est isolé, parce qu'il est l'intermédiaire entre le sacré et l'humain. Et alors il doute par moments, ce qui c'est beau, à la fin il est fatigué, il voudrait que ça s'arrête, et puis on lui dit, faut aller en Épire, faut aller à Inf pour secourir les chrétiens qui sont harcelés par les païens. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que de bout en bout, il est égal, d'humeur égale, et d'une certaine manière, au fond, bon enfant, pas violent, pas guerrier. Non, mais il souffre beaucoup de la mort de ses fidèles. Il pleure, il a des moments difficiles, et ce qu'il faut noter, c'est qu'on le trouve au début et à la fin de la chanson, c'est le seul personnage qui reste tout au long. C'est donc lui un personnage central, ça ne veut pas dire avec que ça soit... le temps de l'éclipse, évidemment, où va arriver la oui, catastrophe. Comme Josué, il a des miracles qui sont faits pour lui. Alors donc, il y joue un rôle et il a la protection du ciel. Vous pensez que la Bible est derrière tout cela, la référence biblique davidique, salomonique, Josué? Oui, Josué, ça c'est certain. C'est une scène qui avait impressionné les chrétiens tout au long de leur histoire. L'arrêt, que le soleil s'arrête pour permettre une victoire complète, ça, et puis tous les phénomènes d'éclipse, de violence des éléments, ça montre qu'en même temps, il y a une sorte de monde de fin eschatologique dans la chanson de Roland, qu'au fond, ça présage une fin du monde qui peut arriver. Donc l'Apocalypse, quoi. L'Apocalypse, oui. Jean Dufournet, revenons à l'auteur, cet auteur. Ouais. Je suis toujours orphelin de l'absence de son nom sur la couverture. Vous auriez dû l'imposer. Parce que je suis sûr qu'il y a derrière un tel texte un homme. C'est impossible autrement. Ça, c'est vous l'avez dit, mais j'insiste là-dessus. C'est pour ça que ce Turold, il faut qu'on le ressorte. Et vous savez où on le retrouve? Oui. Sur la tapisserie de Bayeux. Il y a un endroit, il est marqué Turoldus. Et ça désigne un des deux grands messagers que Guillaume le Conquérant envoie. Et donc il appartient à un autre panthéon. Oui, il appartient à un autre panthéon. Et ça, on ne sait pas assez. Non, c'est pas assez. Mais si déjà on montre toute la richesse artistique, littéraire de la chanson de Roland, à ce moment-là, on lui fera une place importante. Mais vous avez raison. Mais là, la chanson de Roland, il n'est pas... Toujours à l'appareil en anonyme, vous avez respecté la convention. Oui, non, elle n'est pas tout à fait anonyme, puisque le nom Turold, si faute la geste que Turon déclinette. Ça, c'est la signature, si j'ose dire. Voilà, c'est la signature. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui l'a mise, ou bien si, lorsqu'on a rédigé le texte de la chanson d'Oxford, on a indiqué quel était l'auteur. Vous voyez, il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage, mais vous avez raison de lui accorder une importance particulière. C'est un homme qui aimait la beauté des couleurs, qui aimait les belles actions. C'est un homme qui a passé sa vie à exalter la grandeur. Et puis l'économie, quelle écriture économe. Ah oui, c'est des phrases courtes, souvent des parataxes, et puis tout ce qu'on retrouve de psychologie, on le découvre à travers des phrases sans qu'ils disent un mot, aucune description psychologique. Merci infiniment Jean Dufournet, traducteur de la chanson de Roland, cette édition bilingue, il faut le rappeler,
disponible en livre en poche, en format poche, aux éditions Garnier Flammarion, la chanson de Roland, donc, et ce rapport dès le commencement avec l'islam. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordination Dominique Compétissa, son Claude Niort, réalisation François Connac.